beaucoup de cette introduction et bonjour à tous et à toutes. Et je voudrais vous dire tout d'abord que plutôt de focaliser sur le titre que j'ai donné en juillet pour mon intervention, en fait, je vais aborder de façon plus globale les luttes des esclaves des Amériques contre la forme, au fond, la plus extrême de l'exploitation humaine, qui a été l'esclavage. Je suis enfin en train de terminer un ouvrage sur ce sujet, et au fond, ce colloque m'offre un forum idéal pour essayer de tester mes conclusions. Alors, une remarque préliminaire, ce colloque s'intitule « Penser l'émancipation ». Or, l'étymologie du mot vient du latin « emancipare », affranchir un esclave du droit de vente, venant de « et » privatif, et « manucapare », prendre par la main, puisque l'achat des esclaves se faisait en les prenant par la main. Donc, c'est bien l'endroit où parler de l'émancipation des esclaves. La plus grande partie de l'historiographie sur les luttes de ces esclaves pour la liberté porte, pour les Amériques, sur l'ère des révolutions et lie cette abolition au mouvement d'abolitionnisme. Or, je suis remontée dans le temps pour étudier ces luttes dès le début de l'esclavage d'Africains et d'Afro-descendants dans les Amériques, qui remonte en fait à 1492. Et j'ai noté que malgré l'importation continue de nouveaux esclaves d'Afrique, vers 1750, donc bien avant l'abolitionnisme européen, dans plusieurs régions, la majorité ou une partie importante des afro-descendants ne sont pas esclaves, mais libres, des libres de couleur, comme on les appelait. Et donc la question, c'est comment expliquer cela. Et j'ai donc décidé d'étudier la longue durée, et plus je vieillis, plus je remonte dans le temps, donc à partir de 1492 jusqu'à 1830. Et j'ai pu définir au fond 4 stratégies principales utilisées par les esclaves pour s'émanciper, que vous avez là. La manumission, ou l'acquisition d'un document légal de liberté par l'achat de sa propre valeur marchande ou de celle d'un proche. Et cette manumission, on le verra, peut être aussi concédée par le maître. 2. La fuite, soit vers des villes pour se fondre dans la population pauvre non blanche de la ville, soit vers les régions non colonisées pour y former des communautés marronnes. 3. Le service militaire, l'engagement dans les armées contre une promesse de la liberté. Et 4. La conspiration ou la révolte armée. En me fondant sur mes recherches d'archives et sur la littérature secondaire toute récente, j'ai suivi l'évolution de ces stratégies dans l'ensemble des Amériques, en m'intéressant particulièrement aux années qui suivent le début de la Révolution haïtienne en 1791, quand la révolte était supposée devenir prépondérante, ce qui, nous le verrons, ne fut pas le cas. En fait, je questionne la centralité des Lumières et des révolutions américaines, françaises et haïtiennes, que beaucoup d'historiens ont attribué dans leur analyse des luttes émancipatrices des esclaves, au fond, à la cause de ces luttes. Et ce fait que je questionne les Lumières explique ma périodisation, donc de 1492 à 1760, puis de 1760 à 1830. Je dissocie aussi la problématique de la libération des esclaves de l'abolition de l'institution de l'esclavage. Mon étude m'a conduite à établir que la liberté individuelle n'est bien sûr pas liée aux Lumières, elle est ahistorique, une constante dans la vie humaine. Les Lumières ont simplement donné un sens eurocentrique, bourgeois, pourrait-on même dire, au concept de liberté, la liberté de propriété, pensée, parole, religion. Mais alors, comme aujourd'hui, pas la liberté de mouvement et la liberté de voyage. De plus, mon analyse de la répression des luttes des esclaves pour s'émanciper m'a convaincu qu'à travers les siècles, les propriétaires d'esclaves, les législateurs, les administrateurs, les forces de l'ordre ont toujours considéré les esclaves comme des êtres humains dotés de toutes les capacités intellectuelles, sinon ils ne les auraient pas accusés et jugés pour complot ou rébellion depuis le début du XVIe siècle. J'ai aussi réalisé que les différences souvent établies par l'historiographie entre l'esclavage anglo-saxon, ibérique et français doivent être aplanies. En étudiant l'esclavage et la résistance des esclaves de façon comparative, tant dans le temps que l'espace, donc du Canada à l'Argentine en passant par les Caraïbes, les similitudes sont bien plus saillantes que les différences. En particulier, partout la règle romaine du partus sequitur ventrem régissait. Le statut de la mère
définissait celui de son enfant, mère esclave, enfant esclave, père esclave, mère libre, enfant libre. Autre point, la prépondérance d'une ou l'autre de ces 4 stratégies, que je vous ai mentionnées avant, dépend beaucoup du contexte. Partout, les esclaves ont montré une grande capacité à identifier les failles des systèmes d'oppression pour construire leur stratégie libératrice. Un petit rappel de la magnitude de la traite négrière. Vous la voyez là, on voit que les années où la traite a été la plus terrible, en moyenne 63 000 Africains débarqués en vie sur le continent et dans les Caraïbes, sont celles entre 1751 et 1775, les années des Lumières. Et presque la moitié du total des 11 millions d'Africains qui ont été débarqués en vie l'ont été après 1780. Et souvent, la traite et la contrebande ont continué de déporter allègrement entre 48 000 et 57 000 hommes, femmes et enfants chaque année, jusqu'en 1825, malgré les indépendances en Amérique continentale et des constitutions qui garantissaient les libertés individuelles, malgré aussi la montée du mouvement abolitionniste. Retournons donc à ces 4 stratégies. Là, je vous mets juste une petite répartition qui peut vous intéresser. En commençant par la manumission. Soit l'achat par la manumission, c'est l'achat par l'esclave de sa propre liberté ou de celle d'un proche, soit l'octroi de cette liberté par le maître, de son vivant ou par testament. Ça a été un moyen fondamental et légal pour les esclaves des Amériques de devenir libres, mais avec des différences. L'Espagne et le Portugal pratiquaient l'esclavage dans la péninsule ibérique, un esclavage fondé sur la loi romaine qui concédait aux esclaves le droit d'acheter leur liberté et aux maîtres d'émanciper leurs esclaves, qui devenaient des affranchis ou libertos. Ces pratiques ont continué dans leur colonie américaine avec une nuance. Au Brésil, l'esclave devait avoir le consentement de son maître. Les esclaves des colonies ibériques pouvaient aussi acheter leur liberté par tranche, ce qui s'appelait la coartación. Et par contre, dans les colonies anglo-saxonnes, les lois ont changé avec l'expansion de l'esclavage et la manumission est devenue de plus en plus limitée. De même, dans les colonies françaises, au début, les colons prenaient des esclaves comme concubines et accordaient parfois la liberté aux enfants qui naissaient de ces unions, mais le résultat a été la formation d'une classe de libres de couleur esclavagistes, puisqu'ils héritaient des propriétés de leur père, qui menaçaient les Blancs, et au début du XVIIIe siècle, la France a restreint la manumission. Ce qui n'empêche que partout, il y avait des libres de couleur, et pas seulement des esclaves. Une petite minorité dans l'Amérique anglo-saxonne, et là vous voyez la carte des Amériques, petite minorité dans l'Amérique anglo-saxonne et dans les Caraïbes non espagnoles jusqu'en 1760, une minorité croissante en Amérique espagnole et au Brésil. Et comme les enfants de ces libertos étaient libres, dans ceux qui avaient acheté leur liberté, cette minorité est devenue une majorité au Panama, sur la côte caraïbe de la Colombie, au Venezuela, dans la partie espagnole d'Hispaniola, où il y a aussi Saint-Domingue, à Porto Rico et à Cuba avant 1770. Et les manumissions se sont poursuivies durant l'ère des révolutions et jusqu'au dernier jour de l'esclavage à Cuba en 1886 et au Brésil en 1888. Aux États-Unis, entre 1776, donc déclaration d'indépendance, et 1800, il y a une véritable vague d'émancipation d'esclaves par leur maître, parfois contre paiement, dans la foulée de l'indépendance et des idées de liberté. Elle s'est ensuite arrêtée, cette vague, dans le sud, mais au nord, elle s'est amplifiée, alors qu'en même temps, les États du Nord approuvaient des lois d'émancipation graduelle ou d'abolition immédiate de l'esclavage. À Cuba, malgré l'importation d'1 demi-million d'esclaves entre 1790 et 1860, les historiens estiment que pour 4 esclaves vendus sur les marchés de l'île, 1 gagnait sa liberté. Bien sûr, on ne pourra jamais, et là je vous montre une lettre de manumission, on ne pourra jamais savoir combien d'esclaves ont ainsi gagné légalement leur liberté, parce que les lettres de manumission n'étaient archivées que localement, et donc beaucoup ont disparu. Mais des études locales aux États-Unis, au Brésil, en Colombie et au Pérou ont montré que parmi les affranchis, les femmes étaient un peu plus nombreuses que les hommes, et ceux qui achetaient leur liberté ou celle d'un proche,
plus nombreux que ceux qui la recevaient de leur maître ou de leur maîtresse. Quelques remarques complémentaires. L'automanumission, c'est donc l'achat de sa propre liberté, était un long processus qui exigeait des sacrifices, une bonne planification, la capacité d'économiser, une bonne conduite, des alliés dans l'élite blanche et un énorme travail durant les rares moments libres. Les historiens ont compté, cela prenait 10 à 15 ans si l'on travaillait en ville ou dans les régions minières, 20 ans ou plus sur une plantation. Et si longtemps les historiens ont cru aux stéréotypes sur la sexualité des femmes noires pour expliquer qu'elles soient plus nombreuses que les hommes à parvenir à s'affranchir, on sait depuis peu que c'est parce qu'elles étaient la majorité des esclaves dans les villes et parce que les couples d'esclaves élaboraient des stratégies de libération familiale en commençant par la femme, puisque ses enfants naîtraient libres, et ensemble, femmes et enfants libres, travaillaient ensuite pour acheter la manumission du père. Ça me fait toujours la chair de poule quand je pense à ces stratégies mises en place. Toutes ces stratégies étaient risquées, sans cesse menacées par la mort, la maladie, la cruauté d'un maître ou d'une maîtresse. Et beaucoup d'esclaves empruntaient pour acheter leur liberté et commençaient donc leur vie d'affranchis avec une dette, et ils pouvaient être remis en esclavage s'ils ne la remboursaient pas. Ces stratégies d'émancipation étaient des investissements à long terme, et les esclaves qui s'y engageaient n'allaient souvent pas risquer de tout perdre en se révoltant ou en s'enfuyant. Mais cette stratégie de manumission démontre la capacité de ces esclaves à utiliser toute possibilité de se libérer. L'automanumission signifiait accepter que l'on avait un prix, qu'on était un bien meuble, mais ce prix signifiait le prix de la liberté. Et cette automanumission a largement anticipé l'abolitionnisme et a contribué à la naissance de l'abolitionnisme en démontrant l'égalité des Noirs libres. Deuxième stratégie, et là vous avez une carte avec les plantations esclavagistes, les régions de plantation esclavagistes et minières. La deuxième stratégie, donc la fuite et le marronnage. Tout au long de l'esclavage, les esclaves se sont enfuis pour trouver la liberté. Là aussi, il est bien sûr impossible de quantifier. Mais on peut définir des tendances. Les hommes africains ayant survécu à la traversée dans les cales des bateaux négriers, plutôt que les femmes et les esclaves nés en Amérique, prédominaient parmi ceux qui s'enfuyaient dans l'arrière-pays, les forêts, les montagnes ou en amont des rivières. Les esclaves créoles, bien acculturés, hommes et femmes, cherchaient plutôt à s'enfuir dans les villes. Dans les Caraïbes, le marronnage maritime, comme les boat people aujourd'hui, était très fréquent. Et certains esclaves fuyaient aussi en famille pour tenter de s'établir comme paysans autonomes dans l'arrière-pays. D'autres esclaves formaient des bandes de brigands ou de maraudeurs proches des villes et des plantations. D'autres, enfin, s'établissaient loin dans l'intérieur, non colonisés, pour créer des sociétés marronnes, parfois avec un roi et une reine, notamment en Jamaïque et au Brésil. Le marronnage n'a jamais pu être éradiqué, malgré l'expérimentation de toutes sortes de lois. Les mutilations progressives du Code noir français ou les offres de pardon des Espagnols s'ils retournaient vers leur maître. En fait, entre 1650 et 1820, les communautés marronnes ont menacé tellement l'expansion des plantations esclavagistes que les Portugais, les Espagnols, les Anglais, les Français et les Hollandais ont dû lancer de véritables guerres contre elles, des guerres qui décimaient les soldats européens. Bien sûr, ces guerres ont tué beaucoup de marrons, détruit leurs villages, mais ces guerres ne sont pas parvenues à annihiler ces communautés, dont les survivants fuyaient plus profond pour reformer les communautés. Dans plusieurs cas, et là je vous montre donc des cartes de ces régions de marronnage, dans plusieurs cas, au Mexique, en Jamaïque, à la Barbade, sur la côte caraïbe du continent, l'Espagne et l'Angleterre ont fini par signer des traités avec les esclaves fugitifs qui reconnaissaient leur liberté. Après 1760, au summum donc, de la traite négrière, le marronnage s'est répandu aussi dans les Guyanes, donc là vous avez encore sur cette carte, en Floride, en Louisiane, en remontant le fleuve Mississippi, à Cuba et au Brésil. En même temps, c'est intéressant de savoir que le marronnage a été encouragé par l'Espagne dans sa guerre contre l'Angleterre,
Parce que l'Espagne offrait l'asile et l'émancipation aux esclaves des colonies britanniques qui se réfugiaient dans ces colonies, se convertissaient au catholicisme et juraient allégeance au roi d'Espagne. Et des centaines d'esclaves ont ainsi fui. J'espère que j'ai... Enfin, on va remettre celle-ci. Je vais remettre les Caraïbes parce qu'on voit bien là. Donc, des centaines d'esclaves ont ainsi fui la Jamaïque pour aller à Cuba, Curaçao pour aller au Venezuela, la Caroline du Sud et la Géorgie pour aller en Floride. Donc, c'était un phénomène extrêmement répandu. Il ne faudrait quand même pas non plus idéaliser le marronnage. Premièrement, la majorité des esclaves fugitifs mouraient ou étaient recapturés avant d'atteindre une communauté marronne. 2. Ces communautés marronnes survivaient dans un environnement très hostile, donc c'était des communautés très rudes, très hiérarchiques, et souvent aussi ces marrons, qui étaient en majorité des hommes, kidnappaient leurs femmes parmi les populations indigènes et les populations esclaves des plantations. Troisièmement, en se réfugiant, là on peut peut-être retourner à ces cartes-là, en se réfugiant toujours plus dans l'intérieur, en fait, ces communautés ont indirectement contribué à la colonisation des territoires indigènes. Et quatrièmement, les communautés marronnes qui signaient des traités avec la monarchie coloniale, notamment en Jamaïque, s'engageaient à ne pas accueillir de nouveaux fugitifs et à participer à la défense de la colonie, défense même contre une révolte d'esclaves, et en général, elles ont rempli ces engagements. Il n'en reste pas moins que le marronnage a été de tout temps une menace contre l'esclavage, qui a nécessité de grosses dépenses des colonies et des métropoles. Elles étaient une démonstration vivante du rejet de l'esclavage et un pôle d'attraction pour les esclaves en quête de liberté. Troisièmement, très rapidement, le service militaire contre la promesse d'émancipation. Cette stratégie pour gagner la liberté a existé aussi depuis la conquête des Amériques, aussi dans les guerres pour le contrôle territorial, les guerres d'indépendance, puisque les armées manquaient toujours d'hommes. Et là aussi, c'est impossible de quantifier, mais il faut retenir que les promesses d'affranchissement n'étaient pas toujours tenues, et souvent impliquaient, en vous affranchissant, vous donnait votre carte de liberté, mais en vous mobilisant de nouveau dans une armée pour 7 ans, par exemple, de service. Et beaucoup de ces esclaves étaient enrôlés de force, mouraient de faim, de maladie ou au combat, avant de pouvoir même demander leur lettre d'affranchissement. Quatrièmement, la révolte armée. Elle a été souvent présentée comme l'apogée de l'opposition des esclaves à leurs conditions, surtout après la victoire de la révolution haïtienne. Et on peut se demander pourquoi. En fait, c'est la stratégie la plus difficile à étudier. Et là, c'est plutôt là que se pose ma question du pourquoi. Pourquoi? Parce que d'abord, beaucoup de conflits entre communautés marronnes et armées coloniales ont été faussement qualifiés de révolte. Aussi parce qu'il ne fallait pas que les esclaves se révoltent physiquement pour être accusés de rébellion. Simplement, penser à voix haute, parler en petits groupes de protestation, critiquer l'injustice d'un maître avec quelques amis suffisait pour être accusé de conspiration et de révolte. Le passage à l'acte n'était pas nécessaire. Et aussi parce qu'il n'y avait aucune limite sur les moyens à disposition des maîtres, des juges ou des forces de l'ordre pour obtenir des confessions d'esclaves suspects. De plus, comme je l'ai vu dans de nombreux documents d'archives, il existait un scénario préétabli pour toute conspiration ou révolte, et les prisonniers étaient interrogés et torturés jusqu'à ce qu'ils répondent oui à toutes les étapes du scénario. Alors comment savoir si les esclaves planifiaient réellement une révolte? Même si je suis d'accord avec la thèse générale de Peter Linenbaum et Marcus Reddiger dans leur livre L'Hydromitet sur les marins, les esclaves et le petit peuple durant le monde atlantique révolutionnaire. Donc cette thèse selon laquelle les subalternes de toute classe ont eu des idées précises sur la liberté et l'égalité bien avant l'ère des révolutions, je suis plus prudente que sur leur propension, la propension donc des subalternes à se révolter. Même en ce qui concerne les esclaves, il est faux de penser qu'ils n'avaient rien à perdre. Malgré leurs conditions intolérables, ils parvenaient déjà à rester en vie, à avoir un peu de vie sociale ou familiale,
à posséder quelques objets, à faire pousser des légumes, élever des poulets, etc. et à garder un peu d'espoir, si ce n'est pour eux, pour leurs enfants. Et donc pour eux, comme pour toute classe surexploitée, se révolter impliquait accepter la perspective très réelle d'être pris, torturé et atrocement exécuté. Et là, il faut se rappeler qu'à l'époque, tous les supplices étaient publics et toute la communauté d'esclaves devait être présente lors de ces exécutions qui pouvaient durer des heures. Et après, on exposait partout les membres coupés des exécutés. Et donc, ça demandait d'accepter la perspective de perdre le peu qu'ils avaient pu construire dans la souffrance et la patience. Après tout, même les prisonniers des camps d'extermination nazis ont tenté de garder espoir et se sont rarement révoltés. Cela ne signifie pas que les esclaves ne se soient jamais rebellés ou n'aient pas conspiré en vue d'une révolte massive. Mais parmi les centaines de révoltes répertoriées par les historiens peut répondre à la définition d'une rébellion, soit un acte ou un état de résistance armée et ouverte contre l'autorité. Il est aussi troublant de voir que depuis la première conspiration enregistrée au début du XVIe siècle au Mexique, elles ont presque toujours été révélées par un traître et projetaient le massacre de tous les Blancs, la liberté de tous les esclaves, l'élection d'un roi et d'une reine et l'établissement d'une monarchie noire. Comme déjà dit, le simple fait que les esclavagistes pensaient les esclaves capables de planifier et organiser de telles révolutions montre qu'ils les considéraient comme des êtres humains avec pleine capacité intellectuelle. Mais la répétition de ce scénario à travers les siècles montre aussi le sens aigu que les élites blanches avaient de leur vulnérabilité. Dans beaucoup de régions et d'îles, les Blancs, toutes classes confondues, n'étaient que le 10% de la population. Et les esclaves, plus les libres de couleur, les Indiens, les indigènes et les non-blancs en général, 90% de la population. Les Blancs vivaient donc dans la peur perpétuelle. Et quand ils dévoilaient ou réprimaient dans le sang une soi-disant conspiration, ils lançaient plusieurs messages. Ils terrorisaient tous les esclaves par des flagellations massives et l'agonie atroce de ceux qui étaient condamnés à mort. Ils montraient aussi aux autorités coloniales qu'ils avaient besoin de plus de troupes. Ce serait probablement pour cela qu'on arrive à comprendre la répression de deux soi-disant conspirations dans la petite île de la Barbade, que vous pouvez voir là, si vous arrivez, tellement elle est petite, sans qu'il n'y ait eu ni violence, ni destruction. La première, en 1675, a conduit à 42 exécutions, la deuxième, en 1692, à plus de 100 exécutions, sans compter des centaines d'arrestations et de flagellations publiques. Mais quelques révoltes se sont bien matérialisées avant et après la Révolution haïtienne. La première, à New York, en 1712, aussi à un moment d'augmentation de population et d'importation d'esclaves. Quelques dizaines d'esclaves africains ont incendié la boulangerie où ils travaillaient et tué 9 Blancs qui tentaient d'éteindre le feu. Ces esclaves ont été rapidement capturés, mais la rumeur s'est répandue qu'ils voulaient brûler la ville entière et tuer tous ces Blancs. Après procès, 25 esclaves ont été condamnés à une lente agonie par le feu, vous pouvez imaginer. Puis, des rumeurs de conspiration et de révolte se sont répandues un peu partout, en entraînant exécution et répression. Entre 1730 et 1741, l'action violente d'un seul esclave, ou simplement des paroles insolentes, ont été interprétées comme des conspirations en Virginie, Louisiane, Montréal, dans les îles Vierges danoises, Jamaïque, Dominique, Guadeloupe, Cuba, Bahamas, Mexico, Antigua et de nouveau à New York en 1941, pour ne mentionner que les plus importants. Et chaque fois, le même scénario et les mêmes arrestations et exécutions. La plus terrible a eu lieu dans la toute petite île d'Antigua, où 88 esclaves ont été exécutés de façon atroce au cours de 4 mois, sans qu'il n'y ait eu ni destruction, ni un seul Blanc tué. La guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763, a été un conflit international affectant les monarchies européennes et leurs colonies d'Amérique. Cette guerre a réduit les exportations d'Amérique et les importations d'esclaves, ce qui a aggravé les conditions de vie de tous, mais particulièrement des esclaves qui étaient encore plus surexploités. En même temps, les esclaves entendaient leurs maîtres se plaindre du fait que les troupes étaient retirées des colonies pour combattre en Europe. Et comme l'ont montré Lindbergh et Rediger dans Lettres
les subalternes se sont révoltés un peu partout dans ces années. C'est alors que s'est produite la révolte d'esclaves la plus massive avant celle de Saint-Domingue, la révolte de Taki à la Jamaïque en 1760. Pendant les fêtes de Pâques, une centaine d'esclaves de plantation africains, commandés par Taki, ont tué leur maître, pris les armes et les munitions gardées dans un fort militaire, marché en direction du sud de l'île, en détruisant plantations et en tuant des Blancs sur leur passage. Mais ils sont arrêtés pour festoyer, et entre-temps, des soldats et des miliciens, et aussi des Marrons, en accord avec le traité qu'ils avaient signé, se sont mobilisés contre eux. Il y a eu plus de 100 tués entre Blancs et Marrons, et 400 esclaves tués, plus 200 esclaves sommairement exécutés, et 500 déportés au Belize. C'est ainsi que cette colonisation commence. Comme à la Barbade et dans la plupart des cas de conspiration étouffée, les planteurs ont été indemnisés pour leurs pertes en propriété humaine et foncière. Après 1760, les nouvelles ou les rumeurs de révolte et de conspiration se sont multipliées dans les Caraïbes et sur tout le continent avec un nouvel élément. Le plus souvent, les esclaves auraient invoqué un édit royal d'Angleterre, de France, d'Espagne, qui abolissait ou abolissait l'esclavage. Mais les planteurs des colonies refusaient de lui obéir au roi. Cette rumeur n'était pas complètement infondée, puisqu'à ce moment, les monarchies européennes tentaient de rétablir leur autorité et aussi de nouveaux impôts sur les planteurs, en raison des dettes accumulées pendant la guerre de 7 ans, et les protestations de ces planteurs parvenaient aux oreilles des esclaves. C'est d'ailleurs avec une rumeur pareille qu'a commencé la rébellion des esclaves de la plaine du Nord à Saint-Domingue en 1791. En un mois, des milliers d'esclaves s'étaient révoltés et avaient détruit plus de 1000 plantations sur le total de 8000 que comptait alors la colonie. On ne va pas discuter cette révolte ici, qui a débouché en 1804 sur l'indépendance d'Haïti, première république noire et libérée de l'esclavage des Amériques. Son impact est gigantesque, incommensurable en Amérique et en Europe. Désormais, les esclaves savaient que l'esclavage pouvait être détruit par la révolte armée, et surtout, les esclavagistes et les gouvernants étaient terrifiés à l'idée d'un autre Haïti. Difficile donc, dans les nombreuses révoltes ou conspirations dénoncées à partir de 1791, de savoir lesquelles n'existaient pas ou existaient seulement dans l'imaginaire apeuré des élites. L'historien David Gégus en a compté une quarantaine entre 1791 et 1810. Mais une seule a été une révolte massive d'esclaves, celle de la petite île que vous voyez entourée là, de Curaçao en 1795. Après avoir appris que la France révolutionnaire avait imposé la République batave aux Pays-Bas, la rumeur s'était répandue que l'esclavage avait aussi été aboli à Curaçao, comme dans les colonies françaises en 1794. Assez logique, n'est-ce pas? Mais que les planteurs de Curaçao refusaient de libérer leurs esclaves. Et en quelques jours, à l'est de cette petite île, 2000 esclaves avaient pris les armes et marchaient, c'est-à-dire les machettes, vers l'ouest, détruisant et tuant les Blancs sur leur passage. Arrivés au centre de l'île, ils ont été repoussés par l'armée et la milice. 1 millier d'entre eux a été tué ou exécuté sévèrement, 29 jugés exécutés, et les autres fouettés et mutilés d'une oreille. Mais ensuite, un nouveau code noir a été imposé, moins cruel aux planteurs, ce qui était une maigre consolation, surtout quand on ajoute que la Hollande a attendu 1863 pour abolir l'esclavage. En fait, après cette révolte de Curaçao, il n'y a pas eu de révolte massive. Par contre, partout dans les Amériques, les automanumissions se sont multipliées. Et surtout, les esclaves ont profité des guerres d'indépendance et des désordres pour s'enfuir et constituer des sociétés marronnes ou se fondre dans la population de couleur libre des villes qui étaient en augmentation. Les prochaines révoltes massives, je suis presque finie, les prochaines révoltes massives ont éclaté dans les colonies britanniques, affaiblies par la montée de l'abolitionnisme en Angleterre. 1816, la révolte de Boussa à la Barbade. 1823, la révolte de Demerara en Guyane britannique. 1831, la révolte baptiste à la Jamaïque. Toutes ces révoltes ont été brutalement réprimées par des centaines de morts, mais elles ont contribué de façon décisive à l'abolition totale de l'esclavage dans l'Empire britannique en 1838. En conclusion, en analysant les luttes des esclaves pour l'émancipation sur la longue durée,
il ressort que les esclaves en général ont agi avec prudence pour ne pas anéantir les petits espaces de liberté et de vie sociale qu'ils s'étaient consciemment construits. La manumission, l'achat de sa liberté et celle de ses proches restait la stratégie la plus sûre. La fuite était plus risquée, mais pouvait être tentée individuellement et aussi plus collectivement en temps de guerre. Le service militaire a rarement été un choix de l'esclave et n'a souvent pas débouché sur la liberté promise par les militaires. Les conspirations ou les révoltes armées ont été exceptionnelles et répondaient au contexte particulier d'affaiblissement de la classe esclavagiste et de la puissance coloniale. Saint-Domingue, Curaçao, les colonies sucrières britanniques. Dans tous ces cas, les esclaves ont pris le risque exceptionnel de se soulever en masse parce qu'ils pensaient que le cours de l'histoire, si l'on peut dire, le contexte, allait dans le sens de leur émancipation. Merci de votre attention.